Le 16 décembre, la Russie a affirmé avoir le contrôle de Kopiansk. La Russie mentait. Les combats faisaient toujours rage dans la ville, même lorsque la Russie affirmait que tout était terminé. Mais pire encore pour la Russie, c'est que la déclaration de capture n'était pas une petite parade de victoire prématurée qu'elle organisait pour elle-même. C'était un mensonge tellement éhonté que c'était en réalité exactement le contraire qui se produisait dans la ville. Ce n'était pas la Russie qui avançait, c'était l'Ukraine. Et maintenant, l'élan à Kopiansk est du côté des forces ukrainiennes. Ils viennent juste de piéger les troupes russes à Kopiansk. Encerclés et condamnés à mourir. Ces soldats ne peuvent rien faire d'autre que regarder pendant que le drapeau ukrainien est hissé au-dessus de leur tête. Tout a commencé quelques jours seulement, avant que la Russie ne fasse sa déclaration audacieuse sur la chute de Kopiansk. La ville, qui se trouve dans l'oblast de Kharkiv, avait déjà fait la une des journaux quelques jours seulement avant cette déclaration. Et pour une raison opposée à celle avancée par le Kremlin. Le 12 décembre, Militani a rapporté une situation très différente sur le terrain, loin de livrer une bataille perdue d'avance. Le média a rapporté que les forces de défense ukrainiennes avaient réussi à encercler les restes des envahisseurs russes à Kopiansk et étaient en train de les éradiquer de la ville. En tout, 3 mots sont importants ici. Rechercher et frapper. Au 12 décembre, le 2e corps, quartier de la garde nationale, a signalé que la situation était devenue critique à Kopiansk. Ce corps avait fait un rapport sur la situation dans la ville en septembre, et il commençait à sembler que les forces de Vladimir Poutine pourraient effectivement tenir la promesse que la Russie ferait. Quelques mois plus tard, l'Ukraine avait un plan pour contrer l'avancée de la Russie, et il était construit autour des 3 mots importants que nous venons de mentionner. L'Ukraine a formé le groupe de recherche et de frappe quartier, composé de plusieurs brigades et régiments, dont certains font partie du corps Kartia. Militani a rapporté cela le 12 décembre. Parmi eux se trouvait la 13e brigade quartier, la 92e brigade d'assaut, et le 475e régiment d'assaut code 92 de l'Ukraine. Ils ont été rejoints par des membres de la 144e brigade mécanisée de l'Ukraine, et de la Légion étrangère du renseignement de la défense de l'Ukraine, pour créer une force de combat avec la mission simple de traquer tous les soldats russes à Kopiansk et de les éliminer. Retirer des membres du corps quartier pour cette mission était une décision intelligente de la part de l'Ukraine, comme l'a déclaré le Centre d'analyse des politiques européennes, ou CEPA. Déjà en janvier 2025, Kartia est une brigade extraordinaire de soldats volontaires, qui a été fondée par l'un des hommes les plus riches d'Ukraine, Vsevolod Kozymiako. Joignant le geste à la parole, Kozymiako s'est lancé dans la création d'une brigade qu'il pensait servir de modèle pour la nouvelle armée ukrainienne, rapporte CEPA. Kozymiako a soutenu qu'une réforme radicale, s'éloignant des traditions de l'époque soviétique auxquelles certains membres de l'armée ukrainienne s'accrochaient encore, était nécessaire. Et l'adoption par la brigade Kartir de tout, de la technologie de drones de pointe à la formation occidentale, montrerait au reste du pays comment cela devait être fait. Du moins, c'était le plan, et il semble avoir fonctionné. L'engagement de la brigade à utiliser la technologie de manière innovante a été démontré lorsqu'elle a utilisé des drones terrestres et aériens lors de sa première attaque entièrement robotisée contre des positions russes en novembre 2024, une attaque surprise à 30 km au nord de Kharkiv. Cela a causé de lourdes pertes russes, sans qu'aucun Ukrainien ne soit blessé, rapportait CIPA en janvier 2025 ajoutant. Des drones aériens ont été utilisés pour la surveillance et les bombardements, tandis que de petits véhicules terrestres, à chenilles ou à roues, étaient équipés de mitrailleuses de gros calibre ou de mines télécommandées. Si tout cela vous semble familier, c'est parce que ces tactiques ont été adoptées par de nombreuses autres unités de l'armée ukrainienne. Des succès comme ceux-ci ont fait des membres de la brigade Kartir le choix idéal pour la contre-attaque ukrainienne à Kopiansk. Le groupe Recherche et Frappe a été créé pour éliminer une percée russe au nord de Kopiansk, avec pour objectif final d'encercler les Russes, qui avançaient lentement. Ainsi, en les coupant de leur ravitaillement et de leurs camarades, ils se retrouveraient piégés et impuissants. Entre octobre et novembre 2025, le groupe s'est attelé à sa tâche pendant ces mois-là. La brigade Kartier, ainsi que les autres que nous avons mentionnés plus tôt, se sont attelés à détruire plusieurs unités d'assaut et bataillons russes. Des unités des 121e et 122e régiments de fusiliers motorisés russes sont tombés face à la stratégie de recherche et de frappe, rapporte Militani. Il en va de même pour des unités de la 68e division de fusiliers motorisés russes, de son 30e régiment du génie et de sa 27e brigade de fusiliers motorisés. Le soutien que ces brigades et unités recevèrent du 7e régiment des troupes sans pilote de Russie et des unités de drones ou véhicules aériens sans pilote n'a servi à rien. Un par un, les soldats russes sont tombés. Recherche et frappe faisait précisément ce pourquoi elle avait été conçue. Il n'a pas fallu longtemps avant que les forces ukrainiennes réalisent une percée en direction de la rivière Oskiel, au nord de Kopiansk.
Cette percée était vitale pour la suite, car elle a permis à l'Ukraine de bloquer toutes les routes terrestres de la Russie vers Kopiansk. La Russie ne pourrait plus envoyer de nouvelles troupes ni de ravitaillement à ses soldats qui avaient déjà traversé la rivière. Les forces que la Russie avait dans la direction de Kopiansk allaient devoir suffire. Spoiler, ce n'était pas le cas. Avec la rivière Oskiel sous contrôle, les groupes de recherche et de frappe, ainsi que d'autres unités des forces armées ukrainiennes, pouvaient se concentrer sur l'éradication du reste des occupants russes dans la direction de Kopiansk. La 13e brigade Kartir elle-même a complètement libéré le village de Radkivka, en plus de nettoyer les forêts environnantes des occupants russes. Cette même brigade a également poursuivi ses opérations au nord de Kopiansk, où la Russie avait réussi sa percée dans la ville. Plusieurs dizaines de maisons ont été encerclées et nettoyées des forces russes, qui s'étaient infiltrées, mais elles étaient désormais privées du renfort qu'elles attendaient de leurs camarades. Les autres unités qui faisaient partie du groupe de recherche et de frappe ont également connu beaucoup de succès. Le 475e régiment d'assaut code 92 que nous avons mentionné plus tôt a réussi à libérer le village de Kindrashivka, ainsi que ses environs et la zone boisée autour du village. Ils ont reçu l'aide du 4e bataillon ukrainien de la 92e brigade lors d'une autre opération visant à empêcher la Russie de réussir son propre encerclement de Kopiansk. Entre le 22 septembre et le 12 décembre, les unités du groupe Kartir à elles seules ont tué 1027 soldats russes. Et ce n'est pas comme s'ils étaient le seul groupe à opérer dans la direction de Kopiansk. Militani ajoute que la 125e brigade mécanisée lourde séparée des forces armées ukrainiennes, également connue sous le nom de régiment Skala, travaillait avec d'autres unités pour libérer des régions à l'intérieur et autour de Kopiansk. Skala a réussi à libérer le district d'Ubalani de Kopiansk à peu près au même moment, où les groupes de recherche et de frappe faisaient leur travail. Ce travail comprenait le nettoyage des immeubles de grande hauteur où les envahisseurs russes avaient installé leur camp. Dans certains cas, Skala a utilisé des explosifs pour faire s'effondrer ses bâtiments, piégeant les envahisseurs russes sous les décombres et les condamnant à une mort douloureuse. D'autres allaient arriver, cependant. Nous vous racontons tout cela pour une raison. Tout ce que nous venons de décrire s'est produit dans les mois précédant la déclaration de la Russie selon laquelle elle avait capturé Kopiansk. Quiconque prêtait ne serait-ce qu'un minimum d'attention à ce qui se passait réellement sur le terrain aurait vu que c'était un mensonge flagrant. Il était très clair que l'Ukraine faisait tous les progrès positifs à Kopiansk, même jusqu'au jour de l'annonce de la Russie. Quelle était réellement la situation positive de l'Ukraine à Kopiansk ? Le 17 décembre, le lendemain de la déclaration de la Russie sur la prise de la ville, AA a publié un rapport révélant que l'Ukraine avait affirmé avoir repris 90% de Kopiansk. Le commandant en chef de l'Ukraine, Oleksandr Siersky, est même intervenu sur Telegram pour réfuter les affirmations de la Russie et révéler ce que les forces ukrainiennes avaient réellement accompli dans la ville. S'exprimant à la suite de sa participation à la 32e réunion annuelle du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, qui s'est tenue sur la base aérienne de Ramstein, en Allemagne, Siersky a donné des exemples précis d'opérations réussies des forces armées ukrainiennes. Il a ajouté « Grâce à des opérations actives de recherche et de frappe, nous avons réussi à repousser les occupants de Kopiansk et à prendre le contrôle de près de 90% du territoire de la ville. » La mission de libération de Kopiansk par l'Ukraine était presque terminée au 4 janvier. The Gaze rapportait les commentaires faits par l'Ukraine selon lesquels seules de petites poches de forces russes restaient à Kopiansk et que ces poches étaient en train d'être éradiquées. La Russie contrôlait encore le bâtiment du conseil municipal, ce qui offrait à Poutine la mince parcelle de crédibilité dont il avait besoin pour continuer, en affirmant que la Russie avait capturé Kopiansk. Cependant, la mainmise de la Russie sur ce bâtiment n'allait pas durer beaucoup plus longtemps, car l'Ukraine contrôlait toujours les positions qu'elle occupait près de la rivière Oskiel. Le porte-parole du groupe des forces conjointes de l'Ukraine, Viktor Trigubov, s'est exprimé auprès de Suspilner et il a donné une évaluation accablante de la situation réelle de la Russie à Kopiansk. Il reste encore quelques soldats ennemis isolés là-bas, mais ils sont complètement encerclés. Ils rencontrent déjà de sérieux problèmes, même pour recevoir des approvisionnements, même par pont aérien, car nous pouvons simplement voir où tout est largué. Je dirais que c'est la phase finale de la libération de la ville. Et, en principe, même certaines personnalités des médias russes l'admettent discrètement, a affirmé Trgubov le 3 janvier. Il a également estimé qu'il pourrait rester moins de 100 soldats russes opérant dans la ville, et que ces soldats auraient apparemment eu pour date limite février pour capturer Kopiansk. Attendez une seconde, une date limite en février. Comment cela pourrait-il exister si la Russie affirmait déjà contrôler Kopiansk ? Bien sûr que non, car la Russie voyait ses mensonges s'effondrer autour d'elle. Cet effondrement serait achevé seulement quelques jours après que Trigubov ait fait ses commentaires. Pris au piège,
Dans le sillage de la brillante stratégie de recherche et de frappe de l'Ukraine, les soldats russes restés à proximité du bâtiment du conseil municipal de Kopiansk ne pouvaient qu'attendre, alors que leurs ennemis et les libérateurs de l'Ukraine se refermaient autour d'eux. Le 13 janvier, le New Voice of Ukraine a rapporté que le piège se refermait. Le média a rapporté que la brigade Kartilla avait publié une déclaration sur Telegram la veille, annonçant que le bâtiment du conseil municipal, auquel la Russie s'accrochait pour donner du crédit à ses affirmations sur la chute de Kopiansk, était de nouveau entre les mains de l'Ukraine. Kartilla a établi le contrôle sur le bâtiment du conseil municipal de Kupiansk. Le groupe de recherche et d'attaque Kartilla et le groupe tactique de Kupiansk sont en train d'achever le nettoyage de la ville, qui a été débloqué avec succès, lors d'une opération réussie menée par le commandement du 2e corps de la garde nationale. L'annonce a retenti. L'Ukraine avait encore réussi, grâce à une planification brillante et des frappes coordonnées contre les forces russes à Kopiansk. L'Ukraine avait éradiqué la majorité de la présence russe dans et autour de la ville en seulement quelques mois. Une situation qui semblait si désespérée lorsque la brigade Kartilla avait été déployée s'était complètement inversée, loin d'être capturée. Kopiansk a été libérée à un point tel que l'Ukraine a de nouveau pu faire flotter son propre drapeau sur la ville. Et comme c'est souvent le cas, l'Ukraine n'a pas seulement fait une déclaration, elle l'a prouvé. L'annonce de la brigade Kartilla était accompagnée d'une vidéo de 2 minutes qui montrait comment les soldats ukrainiens ont combattu dans les rues de Kupiansk pour atteindre le bâtiment du conseil municipal et y hisser leur drapeau. Nous n'avons qu'un très bref aperçu des tactiques d'air de l'Ukraine dans cette vidéo. On y voit des combats urbains menés, vraisemblablement par les groupes de recherche et de frappe formés des mois auparavant pour reprendre Kupiansk. Des images tournées à l'intérieur des centres de commandement sont montrées, mettant en avant que tout ce que l'Ukraine vient d'accomplir est le résultat d'un effort collaboratif entre plusieurs de ses unités. Les forces au sol semblent de communiquer avec ce centre de commandement, ce qui conduit au déploiement de drones qui livrent leurs charges explosives sur les positions où les soldats russes se sont retranchés. Les combats sont brutaux, viscéraux, mais nous voyons le résultat à la toute fin de la vidéo. Des images filmées depuis les airs montrent le drapeau de l'Ukraine installé sur le bâtiment du conseil municipal et flottant au vent. Cette seule image détruit les affirmations de la Russie concernant la chute de Kopiansk, mais il reste encore du travail à faire pour l'Ukraine. L'ampleur du travail dépend de la personne à qui vous demandez. Plus tôt, nous avons mentionné les affirmations de l'Ukraine, selon lesquelles elle aurait repris presque 90% de Kopiansk, après que la Russie a affirmé contrôler la ville. Bien qu'il soit certain que l'Ukraine avait réalisé des avancées impressionnantes à la mi-décembre, l'affirmation selon laquelle 90% de la ville serait sous contrôle ukrainien n'est peut-être pas tout à fait exacte. C'est ce qu'affirme Euromaidan Press, qui s'est appuyé sur les données du projet de cartographie Deep State, censé montrer la véritable situation de la ville. D'après ces données, au 11 janvier, une grande partie de Kopiansk est effectivement entièrement sous contrôle ukrainien. Cependant, une partie plus vaste se trouve dans ce que Deep State appelle la zone grise. C'est un terme que l'organisation de suivi du champ de bataille utilise pour désigner les régions qui ne sont sous le contrôle direct d'aucun des deux camps. Souvent, des combats sont en cours dans ces régions. Ou bien, si un camp exerce un contrôle, il est difficile de le déterminer de manière indépendante. Il y a encore des parties de Kopiansk que la Russie contrôle, même si la situation dans ces régions n'est pas favorable pour le petit nombre de soldats qui y sont stationnés. Ces soldats sont tous encerclés par les forces ukrainiennes, et ils sont coupés des ravitaillements et des renforts. Ils ne sont peut-être pas encore tombés, mais ils tomberont bientôt face à l'Ukraine, à moins que la Russie ne parvienne à réaliser quelque chose de radical en direction de la rivière Oskil. Cela permettrait aux forces de Poutine de rouvrir les voies d'approvisionnement. Quelques réserves doivent être mentionnées en ce qui concerne ces données de l'état profond. Premièrement, les données sur lesquelles se base le rapport d'Euromaidan Press datent du 11 janvier, soit à peu près au moment où la brigade Kartilla a annoncé la libération du bâtiment du conseil municipal de Kopiansk. Il n'est pas clair si la libération de ce bâtiment a été prise en compte dans les données de l'état profond. En raison de la deuxième réserve, les changements sur les cartes de l'état profond ont tendance à se produire avec un certain retard. Il est donc possible que certains des soldats russes, que la ressource signale comme étant encerclés, aient depuis été éliminés. Et il est également possible que certaines des zones grises ne soient plus aussi grises qu'avant. Et avec moins de 100 soldats russes restant à Kopiansk selon les rapports, il semble bien que la question n'est pas de savoir si, mais quand, l'Ukraine reprendra le contrôle de toute la ville. Une chose est certaine, les affirmations de la Russie selon lesquelles Kopiansk était tombé étaient aussi exactes que les déclarations de Poutine en 2014 lorsqu'il disait que la Russie prendrait Kiev en 2 semaines, s'il en donnait l'ordre. C'était peut-être le cas en 2014, mais ce n'est certainement plus le cas aujourd'hui.
Comme peuvent en témoigner moins de 100 soldats russes piégés à Kopiansk, attendant que l'Ukraine les élimine ou les capture. Aussi positives que soient toutes ces nouvelles de Kopiansk pour l'Ukraine, elle ne peut pas se reposer sur ses lauriers. La Russie veut toujours, certains diraient même qu'elle a besoin de prendre la ville. Nous en avons eu la preuve le 11 janvier, à peu près au moment où les forces ukrainiennes prenaient le contrôle du bâtiment du conseil municipal de Kopiansk. UKR a indiqué que 200 affrontements ont eu lieu entre les forces russes et ukrainiennes le 11 janvier, et certains de ces affrontements se sont déroulés dans la direction de Kopiansk. Dans le secteur de Kopiansk, l'ennemi a tenté à 9 reprises d'avancer vers Petropavlivka, Novoplatonivka, Kopiansk et Bohuslavka, a rapporté l'ALE. Ainsi, bien qu'il y ait un nombre toujours décroissant de soldats russes à Kupiansk même, la Russie dispose encore de forces à la périphérie de la ville, qui lancent des assauts. Il ne faut pas permettre à ces forces de progresser. Si l'Ukraine veut maintenir sa dynamique positive à Kopiansk et dans la région plus large de Kharkiv, la Russie ne cessera pas non plus de pousser vers Kopiansk, même si sa poussée a été fortement affaiblie. Comme l'a rapporté Euromaidan Press en février 2024, Kopiansk est une cible majeure pour la Russie. Les données de ce rapport nous indiquent que la ville est dans le viseur de Poutine depuis presque 2 ans maintenant. Il y a plusieurs raisons à cela. Mais la principale semble être que la ville abrite un nœud ferroviaire clé, que la Russie pense pouvoir utiliser pour soutenir ses tentatives de prise de Donetsk et de Luhansk. Ensemble, ces 2 régions forment le Donbass, que Poutine a répété à plusieurs reprises que l'Ukraine devait céder à la Russie s'il devait y avoir le moindre espoir d'un accord de paix pour la guerre en Ukraine, en retirant le Donbass de l'équation. La prise de Kopiansk permettrait à la Russie de soutenir ses flancs, dans la région de Kharkiv, améliorant ainsi ses tentatives d'encercler la ville de Kharkiv. Tous ces avantages stratégiques potentiels signifient que Kupiansk restera une cible pour les assauts russes, même si ces assauts ne sont pas nécessairement menés au sol. Comme l'a souligné le Kiev indépendant en septembre 2025, la Russie a ciblé Kupiansk avec des bombes guidées, de l'artillerie, des drones à vue à la première personne et des systèmes de lance-roquettes multiples. Depuis de nombreux mois, certaines de ces options d'attaque ont été affaiblies par les groupes de recherche et de frappe ukrainiens, qui éliminent les unités russes les menant. Cependant, la Russie détient encore certaines positions près de Kupiansk, ce qui permet peut-être des frappes d'artillerie et de roquettes. Et la seule façon pour l'Ukraine de stopper les bombes guidées est d'abattre les avions. Ceux-ci sont stationnés sur des aérodromes à l'intérieur de la Russie et de l'Ukraine occupée, ce qui nécessite l'utilisation de munitions à longue portée. Cependant, les soldats russes restant à Kupiansk ne se soucieront pas de tout cela. Ce qui les préoccupera, c'est qu'ils sont encerclés. Et ce n'est qu'une question de temps avant que l'Ukraine ne les repère. Quand cela arrivera, ces soldats russes piégés espéreront que l'Ukraine oublie la partie frappe de la stratégie rechercher et frapper, et qu'elle remplace plutôt la frappe par la reddition, la queue entre les jambes. Ce que la situation à Kupiansk nous montre vraiment, c'est que la Russie a développé un talent pour faire de fausses déclarations sur ses succès en Ukraine. Même si les preuves du champ de bataille montrent que la Russie ment, ce genre de mensonge ne peut durer qu'un temps. Il vient de se passer quelque chose de majeur en Russie, et cela pourrait mettre fin à Poutine. Voici un indice. Cela concerne la main-d'œuvre de la Russie et la façon dont l'Ukraine décime l'armée russe. Découvrez-en plus dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour des rapports plus récents sur la situation sur le terrain en Ukraine. Et merci de nous avoir regardés.